Bonjour Marianne, Bonjour Yael. je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour échanger autour du livre que tu as écrit En quête de mère. Et pour rentrer peut-être plus dans le sujet, peut-être comment est venue toute la naissance de ce livre? Ce livre est venu au moment, enfin après le décès de mes deux géniteurs et après avoir rencontré des membres de ma famille pour me parler de cette mère inconnue. Et après avoir reçu les informations, ce qui m'est venu, c'était surtout d'écrire pour m'aligner. Peut-être que c'est une forme de résilience qu'on a un peu avec l'âge, c'est-à-dire de se dire mais qu'est-ce que je donne en fait à ma famille de ce que je sais de ma lignée, en particulier maternelle, puisqu'elle était complètement inconnue. Et donc j'ai retissé en fait autour de ce livre des bouts de souvenirs, des bouts de ce qu'on m'a dit et de la fiction, là où il y avait des trous, pour donner vraiment un fil qui soit non plus le fil discontinu de ma vie ou de la biographie de la famille, mais vraiment à nouveau un tissage qui soit continuel. Donc c'est une forme, enfin, c'est universel parce que nous allons évidemment parler de ce lien mère-fille, et c'est à la fois évidemment personnel, familial, parce qu'il y avait besoin de retisser tous ces liens. Oui, parce qu'on connaît tes autres livres qui sont dans des domaines plus ritualisés, afin pédagogique de transmettre, et tes oracles. Et là, on rentre dans un livre plus personnel sur la relation à ta mère, à une mère qui est inconnue. Et tu vas nous amener petit à petit, voilà, dans ton chemin intérieur et personnel. Du coup, je me demandais comment, à la fin de ce livre aujourd'hui, tu te sens euh, avec tout ce chemin que tu as parcouru à travers l'écriture. Alors, il y a, comme tu l'as dit, un aspect didactique, un besoin de transmission de tout ce qui a été ma pratique en présentiel. Mais il y a un fondement, il y a comme un germe. Et ce germe-là, c'était bon de le retrouver parce que pourquoi mon lien avec la nature si fort? Pourquoi mon lien à la terre mère si fort? Pourquoi ce besoin de reconnexion, de relation? Je, j'ai été dans ma vie professionnelle musicothérapeute, c'est-à-dire vraiment une professionnelle de la relation, comme écothérapeute avec la nature aussi dans la relation. Donc je pense que tout ça a donné, c'est ce germe-là du manque primordial qui a fait que j'ai été vers ce réconfort, ce soutien qu'apporte la nature, parce que je ne l'avais pas. Il a fallu rechercher. Mais je pense que nos grandes compétences viennent de nos manques. C'est un petit peu bateau de dire ça, tout le monde à quelque part le sait, mais j'ai envie de dire, mais à nouveau, le thérapeute, il est là parce il a traversé déjà ses manques, ses besoins, il a pris conscience de ça pour pouvoir après accompagner les autres. Hmm. Donc, c'est comme un retour au germe. Oui, c'est intéressant toute la symbolique que tu fais que de tout ton parcours qui a été autour finalement de la mer sous différentes formes pour aujourd'hui finalement revisiter, t'interroger, aller réparer la relation à ta propre mère. Et pour les femmes et même les hommes qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que tu penses que tu souhaiterais transmettre aussi avec ce livre par rapport à leur mère ou la mère symboliquement? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a cette présence-absence dont je me rends vraiment compte dans les retours des lecteurs et lectrices. C'est se dire, ben, moi j'ai eu une mère, par exemple, vous, votre mère, elle est partie, mais moi, ma mère, elle était là, mais en même temps, elle était absente. Et ça, je me rends compte que c'est vraiment très courant. Des personnes qui ont vraiment senti que la mère, à cause de ses propres blessures ou à cause, on en reparlera, de sa disqualification comme mère,
ou bien par trop de travail ou trop d'activités, ou la vie est difficile, tu vois, et de par cette difficulté à vivre sa propre vie, de ne pas être suffisamment présente à ses enfants, dans le toucher, dans le regard, parce que c'est pas toujours de la présence, tu vois, en quantité. C'est ce que les gens me retournent, c'est cette présence qualitative, soutenante, réconfortante, cette permission de vivre, cette légitimité de vivre qui leur est donnée à travers leur mère et qui souvent fait défaut. Mais cette notion de disqualification me paraît vraiment importante, alors à ce moment-là du côté de la mère et non pas seulement du côté des enfants tels qu'ils ont perçu la relation avec leur mère, mais du côté des mères, il y a eu dans mon histoire de vie à travers mes lignées et aussi ma mère une disqualification, c'est-à-dire vous n'êtes pas capable d'être mère. Vous n'êtes pas capable d'être mère parce que dans les années 40, au niveau de ma grand-mère, elle était fille mère, on lui a ôté ses enfants. Ensuite, on lui a ôté, au moment de son deuxième mariage, les autres enfants parce que le mari était alcoolique. Et donc, on pensait qu'il fallait vraiment, au lieu de soutenir la mère, on a pensé qu'il fallait lui ôter ses enfants pour les lui mettre en orphelinat et la laisser vraiment seule, abandonnée dans ce désespoir-là. Donc déjà, ma mère a reçu une information comme quoi sa propre mère n'était pas capable de l'élever. Et ma mère ensuite a reçu d'une part, à travers le fait que j'étais une grande prématurée, une information qu'elle ne pouvait rien faire pour moi parce qu'il n'y avait que des infirmières, il n'y avait que le monde médical qui pouvait faire quelque chose. Et ensuite, encore par ma grand-mère qui, elle, avait une grande connaissance des enfants, une forme de disqualification dont on parle très très peu. Ce sera peut-être bien aussi de t'entendre à ce sujet-là. C'est les grands-mères qui disent aux plus jeunes, vous ne savez pas le faire. Moi, je sais mieux que toi. Et ça, c'est assez pervers et on en parle peu. Donc, c'est des disqualifications qui, finalement, à un moment donné, je pense, ma mère a fait éclater tout ça en disant, je pars, je la laisse à ceux qui savent. Et je fais ma vie ailleurs. C'est touchant et questionnant ce que tu témoignes. En fait, c'est ce modèle quelque part très patriarcal qui dit aux femmes qu'elles ne sont pas suffisamment bonnes pour être mères et se placent en autorité pour retirer l'enfant ou en tout cas ne pas lui donner tous les outils pour l'accompagner dans sa place et son rôle de mère. C'est vrai qu'à un moment, j'étais doula et j'accompagnais les mamans et il y avait tout ce travail aussi de soutenir la mère, d'accompagner et vraiment de lui dire toutes ses compétences et de l'inviter à voilà, avoir confiance en elle dans tout ce qu'elle sent, dans tout ce qui la traverse. Et qui on est, nous, pour dire qu'une femme, elle est bonne ou mauvaise mère. Mais c'est vrai que c'est un héritage qui est quand même très, très lourd pour les femmes, en tout cas toutes les femmes qui ont le désir d'être mère, mais pas que mère d'enfant, en fait, toute forme de projet, toute forme de créativité. Il y a toujours une autorité pour renvoyer qu'on n'est pas suffisamment bonne. Et peut-être qu'à travers ton livre ou à travers des rendez-vous, il y a à soutenir les femmes dans cet archétype de la mère, de celle qui nourrit, qui prend soin, celle qui enfante ou celle qui a des projets. Oui, parce qu'on ne l'est jamais, on ne le sait pas avant. Enfin, on peut se préparer à être mère ou voilà, on peut se préparer à nourrir un projet, mais ce n'est que quand c'est là, finalement, que quelque chose se développe en nous, que quelque chose va essayer avec son intuition. Et donc, c'est la fille à l'intérieur de la mère qui déjà a besoin de se dire, mais mes intuitions sont bonnes. Ce que je vais faire, ça va être OK. Et puis, si je me plante, c'est pas grave parce que je vais trouver des solutions. Je vais m'adapter.
Donc c'est déjà toute la fille qui a maturé en elle, qui va pouvoir dire au moment où elle est mère, c'est ok, je vais le faire, c'est ok. Parce qu'on ne sait pas ce que ça, on ne sait pas. Avant d'avoir l'enfant qui pleure, qui demande, tu vois, qui dort pas, on ne sait pas. Donc, on le sait intellectuellement, mais on ne le sait pas dans ses tripes. Donc, c'est vraiment, comme tu le dis, vraiment une éducation à être valide soi-même, qui doit déjà être là chez la petite fille qui grandit. Et ça, il y a encore beaucoup à faire. Mais peut-être que c'est pour moi, je crois vraiment au soutien entre femmes, à cette solidarité, que ça soit dans un cercle, que ça soit associatif ou avec d'autres femmes qui vont pouvoir soutenir et accompagner la femme dans ses qualités de mère. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise mère. Comme tu dis, la maternité, en tout cas, elle vient à la rencontre de l'enfant. Ensuite, sur ce que je me disais, c'est que tu m'avais proposé de lire des phrases du livre. Je me disais peut-être que ça peut à la fois donner envie de découvrir ton livre, et puis dans ce que tu fais et dans le livre, il y a vraiment aussi cet objectif de la transmission. Oui. Oui, alors il y a le récit, dans ce livre, il y a le récit de qui était ma mère, de ma rencontre avec elle, puisque je l'ai recherchée au moment d'être mère moi-même, et qu'il y a une suite d'abandon qui fait qu'on s'est vraiment complètement perdu dans cette relation. Et puis, il y a au début du livre quand même toute une partie qui est la parole donnée au prématuré, à la prématurée que je suis, en couveuse. Et ça, j'ai été rechercher en moi quelque chose de complètement inconscient, évidemment, de comment je pouvais être, enfin, comment le bébé peut être en contact avec lui-même ou avec le monde dans une bulle où en fait il n'est que entouré de bruit, de machines, de sondes, où son corps, personne ne le touche. À l'époque, c'était assez impressionnant. Donc, j'étais en Belgique, pour te donner un exemple, j'étais en Belgique la semaine dernière et une sage-femme qui était là à la présentation de mon livre me dit que dans sa formation, c'était déjà une personne à la retraite, dans sa formation, elle avait appris que le bébé ne sentait rien. Donc, on pouvait faire des piqûres à un bébé sans souci, sans faire attention à quoi que ce soit, parce qu'il ne sentait rien. C'est impressionnant. Donc, moi, j'ai essayé de mettre des mots en fait sur ce bébé qui sent, vraiment, qui est en communication ou en non-communication avec le monde. Ça, c'est vrai qu'on me retourne que c'est effectivement très touchant parce que tout le monde se reconnaît dans ce précoce, dans ce moment intérieur de voix intérieure du bébé avec lui-même. Peut-être je te lis juste un petit extrait de ça. Voilà, c'est un petit peu plus tard lorsque je suis en orphelinat et je dis ça. Tout est à nouveau de la pure sensation de vie. Rien d'autre. Les bébés le savent bien, quand la vie est juste vie et que c'est bon. Parfois, je perçois très loin, au-delà des fouis-chou, des pleurs d'autres bébés. Ils sont dans des espaces infinis, autres que le mien, mais ils paniquent. Ils réclament la sensation d'exister. Ils sont différents de moi. Eux, ils la reçoivent et ils ne pleurent plus. Fouis, chou. J'ai pas appris à pleurer, c'est trop tôt. Le puits chou, c'est le son et c'est le son le son entendu dans la couveuse. Et c'est quand je te parlais de germe tout à l'heure, c'est ce son qui m'est venu, enfin, de pouvoir l'écrire comme ça, puits chou,
qui a été vraiment le déclencheur du livre. Et comme je suis musicothérapeute, c'est quelque chose qui m'a complètement bouleversée parce que je me suis rendu compte que j'avais pris existence de moi par ce son de machine que je vais retrouver après dans le tambour, dans cette régularité du tambour chamanique qui, lorsqu'il s'arrête, quand il s'enclenche, me donne vie et quand il s'arrête est un risque de mort. C'est très fort chez moi, c'est très sensoriel, c'est très archaïque. Oui, on retrouve ça dans ton livre, en fait, ces moments en fait où comme s'il y a une musique à travers les mots et à travers aussi tous ces petites, on appelle ça des onomatopées en fait. Donc on a l'impression qu'il y a toute cette dimension de ta qualité de musicothérapeute qui est dans l'ouvrage. Aussi, peut-être qu'on peut aborder, pour finir, parce que le livre parle donc tout ton chemin vers ta propre mère, mais toutes les deux, on est dans cette voie du féminin et des femmes, et la relation à la mère ou l'archétype de la mère, c'est quelque chose aussi, à un moment donné, qu'on va aller visiter, interroger, qui va venir aussi nous questionner. Et qu'est-ce que toi, tu aimerais transmettre aux femmes par rapport à cette figure maternelle pour les femmes qui sont dans cette recherche de leur féminin ou de leur féminité? Alors, ce que je remarque il y a beaucoup de liens entre entre le parcours de ma mère et le mien. Vraiment inconsciemment, par exemple, elle s'est mariée 3 fois, je me suis mariée 3 fois, elle a eu 3 enfants, une fille, 2 garçons. J'ai une fille, 2 garçons. Il y a des choses très intéressantes qui se passent indépendamment de ce qu'on peut, de ce qu'on veut, dans l'inconscient et dans la lignée. Et puis, il y a toutes les réparations. J'ai tout fait, moi, pour ne jamais laisser mes enfants. Donc, on est souvent soit complètement lié, soit complètement dans l'opposé, parce qu'il y a une référence. Et cette référence-là, soit elle nous convient, soit elle est absolument pas possible d'assumer, et on fait le contraire. Et moi, je sais que je me suis aussi perdue dans ma propre vie de mère à essayer d'être toujours là, avec aussi l'excès de ce côté-là. Donc souvent, on part d'un excès à l'autre. Et l'archétype de la mère, qui est celle qui soigne, c'est celle qui nourrit, qui est celle qui est là, celle qui réconforte, celle qui accompagne, celle qui comprend. Ok, mais je pense qu'il est important dans cette voie du féminin de toujours se dire qu'on a toutes les autres facettes en nous et que donc c'est comme une tonalité à un moment donné, mais c'est pas une voie à sens unique. Je pense que si on veut être que mère, on va se perdre dans cet excès-là, comme dans les autres archétypes. Mais c'est juste à un moment donné, on l'est un peu plus. Mais on n'oublie pas la femme, on n'oublie pas la sauvage en nous, on n'oublie pas celle qui va, tu vois, qui va pouvoir donner quand même une nuance à cette tonalité pour qu'elle reste pas exclusive et qu'elle nous emporte pas, en fait, dans des excès. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à, oui, c'est comme une roue à plusieurs, tu vois, mais il y a une interaction entre elles. Et je pense que ma mère, typiquement, n'a pas su, beaucoup de femmes ne savent pas, à un moment donné, elles sont obligées de couper complètement pour pouvoir vivre autre chose. Et notre voie du féminin, peut-être, c'est de concilier. C'est de concilier toutes ces facettes de nous et de ne pas nous obliger à être dans des coupures, dans des séparations, mais des séparations même internes, tu vois. C'est très juste ce que tu dis. Ça me fait penser à un autre livre qui s'appelle Toutes les femmes qui sont en moi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois peut-être un désir qui peut être de réparer ou de retisser le lien à la mère, mais d'être vigilante non plus en tant que femme, ne pas non plus être que la mère, mais tous ces profils aussi, en tout cas tous ces archétypes, ou toutes ces femmes qu'on a en nous, et d'aller les découvrir. Et tout à l'heure, tu parlais un peu de la fille et de la mère. Je pensais aux poupées russes.
Et je me dis, voilà, on est en fait toutes ces femmes en une, comme tu disais, la mère, la sauvage, l'amante, la guerrière. Et c'est beau en fait d'être toutes ces femmes en une, ou toutes ces facettes du féminin. Oui, parce que même elle se glisse à l'intérieur de chacune des autres tonalités. Tu vois, la guerrière, c'est bien aussi qu'elle soit compréhensive. Tu vois, comme une mère. Et une mère, c'est bon qu'elle soit guerrière par moment au sauvage parce qu'elle a affaire aussi à des enfants qui grandissent et qui vont l'amener à des limites, qui vont la pousser à prendre des décisions, euh, la pousser aussi dans ses propres blessures qu'elle va devoir affronter. Donc la mère a besoin aussi de garder ce côté sauvage et non pas se dissoudre dans une harmonie excessive, tu vois. Donc je pense que toutes ces facettes ont besoin d'être visitées pour qu'on puisse vraiment les utiliser à chaque moment au mieux, quoi. Et pour finir notre échange, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous dire ici, là, pour les personnes qui nous écoutent? C'est le mot confiance qui vient. Tu vois, se faire confiance. Alors, se faire confiance quand on est un enfant blessé, quand on a subi de la maltraitance ou bien de l'abus ou bien qu'on vit dans un désespoir, ça c'est ma part résiliente en moi. Tu vois, il y a quelque chose où je me dis, on peut tout le temps avoir confiance dans ses propres forces de vie si on ne va pas les chercher ailleurs. Alors ça, je le dis pour les personnes qui sont blessées, mais je le dis aussi pour les mères. Faire confiance dans ses intuitions, dans son ressenti, faire confiance dans des relations qui peuvent être vraiment saines et qui existent entre femmes aussi. Il y a vraiment des relations de sororité et de se dire faire confiance, ne pas lâcher en fait, ne pas lâcher la vie. Moi, je pense que je suis une grande amoureuse de la vie et je ne sais pas si c'est si c'est parce que le début de ma vie a été difficile comme ça et qu'il a fallu vraiment me dire que ok, seule, je vais quand même le faire. Mais il y a une force de vie très forte chez moi et donner la vie donner plus de vie à la vie, c'est vraiment ce qui m'anime. Donc c'est le message que j'ai envie de donner dans ce grand cycle de la nature qui décline maintenant, qui va reposer, qui va revenir. Dans ce grand cycle perpétuel, nous sommes aussi. Donc confiance qu'il y ait toujours plus de vie dans la vie. Prendre soin du vivant. Prendre soin. Ouais. Et de nos relations. Et de nos relations. C'est vrai que là aussi, parfois ça semble. On est un peu blasé des fois de voir la grand-maman sur le week-end, tu vois, de faire relation avec nos familles. Et pourtant, c'est vraiment tellement important. Merci pour cette sagesse. Et puis, merci aux personnes qui nous ont écoutés. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et puis, je mettrai toutes tes coordonnées et le lien vers ton livre pour les personnes qui ont envie de découvrir le livre. Voilà. Je vais le montrer là. Merci Marianne. Merci pour l'invitation.